Du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. En date d'hier, 11 personnes au Québec étaient infectées de la rougeole. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Avec nous, le Dr Luc Boileau, qui est directeur national de Santé publique du Québec. Dr Boileau, bonjour. Oui, bonjour. Oh, on vous entend mal. Là, on vous entend bien? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien en ce moment? Oui, là, ça va. On a votre son qui n'est pas pire pantoute. Merci d'être avec nous. La situation de la rougeole au Québec, là, on parle d'une maladie grave et contagieuse, Dr Boileau. Pour comprendre bien ce que ça veut dire, grave et contagieuse, là, à quel point? Bon, d'abord, est-ce que c'est une maladie contagieuse? C'est une des maladies les plus contagieuses qui existent là, pour l'humanité. Une personne qui, là, peut en donner quand elle est dans la même salle de personnes qui sont vulnérables, là, qui sont pas vaccinées, va le donner à 16 à 18 autres personnes. Donc, c'est beaucoup plus que la grippe, que la COVID, que ce qu'on connaît d'une façon générale. C'est très contagieux. C'est parce que ce sont des virus qui peuvent rester dans l'air, qui se distribuent, puis il faut pas en prendre beaucoup pour pouvoir développer la maladie quand on n'est pas protégé. Pas être protégé, ça veut dire de ne pas être vacciné, puis les vaccins sont efficaces presque à 100% pour toute la vie durant, parce qu'on les donne aux petits-enfants, là, puis c'est bon pour toute la vie. Maintenant, est-ce que c'est une maladie grave? C'est pas toujours une maladie grave, mais c'est une maladie qui peut être grave. Et en effet, une rougeole, c'est plus qu'un rhume, c'est plus qu'une varicelle. C'est une maladie qui peut développer, bon, on a souvent, bon, d'abord, évidemment, on est malade, on fait de la fièvre, on n'est pas bien, on a des rougeurs qui apparaissent au visage puis sur le corps après quelques 4 jours du début des symptômes, mais c'est qu'il va développer souvent des otites dans presque 10% des cas. Il y en a probablement 1 sur 15-16 qui vont faire une pneumonie virale. Ça, c'est pas facile. Il y en a un certain nombre, moins d'1%, on dira, mais c'est quand même là, qui vont faire des encéphalites. Et ça peut laisser des séquelles, et il y en a un certain nombre qui en décèdent. Et c'est une maladie qui atteint plus souvent les enfants parce que c'est eux qui sont malheureusement souvent pas vaccinés, mais qui peut atteindre les adultes, qui peut les rendre très malades. Mais des gens qui sont nés avant 1970 au Québec n'ont pas à craindre là, parce qu'ils auront été soit vaccinés ou exposés au virus dans le passé. Donc, c'est une préoccupation pour les enfants et les adultes ou les jeunes adultes. Puis dans les faits, les 11 que vous avez soulignés sont tous des adultes, mais on s'attend qu'il y en ait d'autres parce que malheureusement des gens qui, malgré les avis qu'on leur donnait, étaient en période d'incubation, là, puis ils se sont promenés un peu, là, mettons, au Carrefour Laval, là, vous avez entendu ça, puis dans quelques magasins, on met la liste sur Internet. Fait que c'est possible qu'il y ait d'autres personnes qui aient attrapé ce virus-là. Est-ce que c'est à déclaration obligatoire? Oui, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, aussitôt qu'un laboratoire a ça ou qu'un médecin est au fait de ça dans une urgence ou ailleurs, il le déclare et ça déclenche une intervention très rapide de la santé publique qui retrace le cas tout de suite pour vérifier où il a été, les personnes en contact, est-ce qu'elles étaient protégées, vaccinées ou autres. Des fois, on n'a pas toute l'histoire de la vaccination. Ce sont des gens qui arrivent d'un pays autre qui n'ont pas toujours leurs données à jour ou qui ne le savent pas, puis ils s'en souviennent pas. Alors, on ne prend pas de chance, là, puis surtout s'ils ont des enfants, puis qu'ils disent « je sais pas s'ils ont été vaccinés », on prend pas de chance, là. C'est quelqu'un qui serait positif, puis qui a un enfant un jeune enfant, et particulièrement de moins d'1 an, là, on est dans un autre game, là, on leur donne des anticorps, donc des immunoglobulines pour les protéger tout de suite. Mais on peut pas faire ça à toute une population. Mais donc, et vraiment, pour nous, c'est toujours des cas très importants, je vous dirais urgents en santé publique. Est-ce que, Dr Boileau, là, parenthèse, là, on parle d'immigration massive, on parle de migrants, est-ce que dès qu'on met la main sur les gens là, qui débarquent au Québec, d'une façon ou d'une autre, est-ce que tout ça est vérifié? Est-ce qu'on les vaccine à leur arrivée obligatoirement? En fait, c'est une très bonne question. On ne les vaccine pas obligatoirement. Au Québec, on ne peut pas vacciner obligatoirement. Au Canada non plus. D'autres pays font ça, mais on ne fait pas ça. On vérifie leur registre vaccinal, on leur propose d'être vaccinés, tout ça, mais il y a des gens, des fois, qui veulent pas prendre le chemin qu'on propose. Puis, il y en arrive beaucoup aussi d'immigrants. Alors,
les services d'accueil sont pas toujours parfaitement habilités à vérifier cela. On prend pour acquis là, que les gens sont en santé, mais ils ne le sont pas toujours. Des fois, on trouve qu'ils ont des maladies importantes. Même, vous savez, l'augmentation de nos cas de VIH qu'on a eu au Québec dans les dernières années, ben, essentiellement, ce sont des personnes nouvellement arrivées chez qui on découvre qu'il y a un VIH et on doit s'en occuper là, pour éviter les effets de contagion, comme vous imaginez bien. Donc, il y a un effort à faire de ce côté-là et c'est pour ça qu'on fait du rattrapage chez nos adultes pour vérifier s'ils ont bien été vaccinés. Chez nos enfants aussi, au milieu scolaire, on avait remarqué qu'il y avait des taux de vaccination assez bas. Alors, on vient vérifier ça et on vaccine pour assurer la sécurité de ces personnes. OK, donc, il y a une partie, c'est l'immigration. Et est-ce que vous, à la santé publique, M. Boileau, vous avez ces conversations-là? Là, vous parlez du VIH, vous parlez de la rougeole, mais c'est la varicelle. Il y a des vaccins qui sont vraiment nécessaires pour protéger les gens. Est-ce que vous m'avez dit non, là, mais est-ce que vous avez des conversations pour rendre la vaccination obligatoire dans certains cas? En fait, c'est parce que M. Dutrisac, sur la zone de rendre obligatoire, là, c'est des conversations à un autre niveau, c'est-à-dire c'est au niveau légal, est-ce qu'on peut forcer, etc. Il peut nous arriver, bien sûr, d'utiliser des leviers qu'on a en santé publique pour quelqu'un qui a une tuberculose active et qui veut pas être traité puis qui continue, là, on est capable de le contraindre à être isolé puis de le contraindre à être traité. Oui, on a des capacités là-dessus, mais ça, c'est pas des vaccins, là je vous parle de traitement. Pour les vaccins, c'est une autre histoire. Mais on a des conversations avec nos directeurs de santé publique. Par exemple, la directrice de santé publique de Montréal et toute son équipe sont bien je dis Montréal, là, prenez les autres régions aussi, mais sont bien au fait de l'arrivée des nouveaux immigrants, parce que souvent, ils vont passer par Montréal ou les régions de proximité. Alors, eux autres, ils sont actifs aussi pour s'assurer de la bonne santé et de la bonne santé préventive de ces personnes-là pour elles-mêmes et pour leurs proches. OK, on reste dans la vaccination, Dr. Boileau. Vous avez sûrement remarqué, je soupçonne que vous l'avez remarqué, l'arrivée au poste de secrétaire à la santé aux États-Unis de Robert Kennedy Jr., qui n'est pas un de vos amis là, en termes de vaccination. C'est pas. Est-ce que vous craignez ce mouvement-là de désinformation? Parce que quand Robert Kennedy Jr. parle des millions de personnes qui passent par Joe Rogan ou des podcasts quelconques, vous venez ici, vous avez votre discours de santé publique, mais vous faites face à un monstre. Bon, c'est sûr que vous avez le talent, vous, de m'amener dans des zones, là, mais disons qu'on est bien sûr conscientisé du risque que peut représenter le fait que des autorités responsables doutent de la science puis des données les plus solides de l'univers. Là, je vous parle pas juste ici au Québec, aux États-Unis, c'est des pans de mur d'informations internationales bien partagées. Puis bon, alors c'est sûr qu'il y a une zone d'inquiétude. On a, nous, au Québec aussi, un certain nombre de personnes qui ont refusé d'être vaccinés pendant la période de COVID, qui refusent de vacciner leurs enfants aussi, même pour des conditions comme la rougeole. Donc, il y a un certain pourcentage de gens qui demeurent sceptiques pour toutes sortes de raisons. Évidemment, on n'est pas d'accord, on les encourage, mais on ne veut pas les blâmer. Toutefois, il faut être conscient que ça existe. L'effet aux États-Unis, on n'a pas besoin de reculer trop longtemps. Regardez juste pendant la période de COVID, on voyait que selon les tendances personnelles, politiques, il pouvait y avoir un engouement ou non pour bien se protéger. On a ici au Québec réussi à être une des juridictions les plus performantes au monde pour la COVID, pas juste la vaccination, mais tout le leadership qui a été pris de ce côté-là, les politiques publiques, tout ça, qui a fait en sorte qu'on a eu une surmortalité parmi les meilleurs réellement au monde. On est dans les 3 pelotons de tête des meilleurs au monde et on est bien content de ça parce qu'on a une population qui a été sensibilisée et qui globalement adhère à cela. Mais à votre question, ça évolue. On voit même ici au Québec aussi une fatigue vaccinale. Les gens, coudonc, j'ai-tu besoin encore d'être vacciné? Bon, d'abord, évidemment, pour la COVID, là, puis c'est pas tout le monde qui a besoin d'être vacciné pour la COVID, mais ça les affecte aussi pour leurs enfants. Ouais, as-tu besoin d'avoir ça? Là, il me semble que c'est beaucoup, on leur donne ça. Ben, le calendrier vaccinal qu'on propose au Québec, il est solide, il est démontré, il sauve des vies, il sauve des maladies, il sauve des
Non, situations dramatiques. Là, mais quand vous voyez, tu sais, une personne suivie et reconnue comme Robert Kennedy Jr., pour vous, là, à la santé publique, au Québec, à Montréal, partout, c'est un véritable défi là, pour tenir tête à ce discours-là. Oui, pour nos collègues américains au premier plan, là, moi je suis en contact aussi avec des autorités de santé publique canadiennes, bien sûr, mais américaines, puis internationales. Puis c'est sûr que partout, ça soulève une inquiétude parce qu'on vient légitimer la remise en question. C'est pas bête de remettre les choses en question puis de vérifier tout ça, mais il y a des affaires qui devraient être vérifiées avant d'autres. Ça, c'est des fondements solides. Là. C'est comme dire que la Terre est ronde, mais dire on voudrait vérifier là, si elle n'est pas plate. Il y a peut-être qu'elle est plate. Là. C'est des affaires que tu dis non, mais à la minute, là. Fait que, donc, faut partir de là où on est. Il y a des choses extrêmement solides, documentées. Et la vaccination, écoutez, depuis tellement d'années maintenant, on peut vous dire que la vaccination est de loin le levier le plus efficace, le plus pertinent, le plus économique qu'on peut avoir pour protéger une population. Ouais. Alors, faut continuer à miser là-dessus. Et la rumeur, là, Martin Carly, je l'avais reçu, il était un de mes chroniqueurs à l'époque, puis il a dû expliquer c'était quoi le lien entre le vaccin et l'autisme, comme quoi les tests, l'étude en question, c'était complètement bidon, ça avait été fait dans une fête d'enfants, mais il fallait qu'il le répète, parce que les gens croient qu'il y a un lien réel. Oui, et c'est des revues, c'était une revue prestigieuse, le Lancet, la même revue qui hier a sorti la nouvelle définition de l'obésité, dont un de nos éminents Québécois a fait partie, le docteur Jean-Pierre Després. Tout ça pour vous dire que, oui, quand il y a de la désinformation, il faut la combattre, mais ce fameux article-là qui a été déchiré sur le plan scientifique, puis démoli largement, là, ça, c'est quelque chose en arrière. Mais quand vous regardez sur les réseaux d'information, vous voyez apparaître plein de messages, d'informations de gens qui se prétendent connaissants là-dedans, des fausses études, toutes sortes de choses. Puis on voit ce que ça donne. Écoutez, on est prêt avec ça. Même à Montréal, sur la question du fluor dans l'eau, il y a eu tout un mouvement à la formule Kennedy pour dire « Oh, attention, c'est dangereux », fondé sur aucune étude sérieuse. C'est du vent. Puis là, on est confronté des fois à des choix qui s'expriment par du monde qui ont des rôles, de l'influence, et on arrive dans cette ère-là où, on est déjà dedans, où, comme vous le dites, il faut rester vigilant, puis non pas être en bataille, mais de garder le cap sur une information ouverte, une information solide, d'être capable de rejoindre toutes les populations, incluant les plus vulnérables et les plus sceptiques, de respecter le choix individuel, mais des fois, entre l'individuel puis le collectif, il y a une marge. Là. On peut pas laisser comme... regardez l'exemple de la rougeole. T'sais, si on dit, moi, j'ai pas de problème, là, j'ai une rougeole, je suis pas vacciné, puis je vais contaminer d'autres mondes, là, c'est moins winner. Ou par exemple, le Mpox, là, qui est la variole là, simienne qu'on a dans certains groupes, il y a des gens là-dedans qui peuvent contaminer bien du monde, puis qui peuvent les rendre bien malades. Mais par chance, la grande majorité des gens sont responsables et acceptent d'être accompagnés et vaccinés quand arrivent des risques comme ceux-là. Auriez-vous, je vous laisse dans un instant, Dr Boileau, là, mais auriez-vous besoin d'influence? Tu sais, on parle des influenceurs là, qui sont là pour vendre la camelote, pour vendre la bullshit, mais des influenceurs scientifiques là, qui pourraient dire aux gens, mets-le masque, c'est pas grave, à la limite, rendre le masque à la mode quand tu as une maladie respiratoire. Informer les gens puis combattre ce discours-là autrement dans la culture populaire. Oui. En fait, vous avez raison. On exploite aussi d'autres talents que juste le fait que moi je vous parle ou que je me répète sur plusieurs scènes. Ouais. Il y a toutes sortes de personnes qui sont en relais, puis vous le dites bien. Il faut moderniser aussi nos façons d'envoyer le message. C'est pas moi qui est l'artisan clé là-dedans, mais à travers différentes personnes, là, on en connaît des gens, des journalistes scientifiques, d'autres pharmaciens, etc. Il y a beaucoup de monde qui œuvre dans cela, mais
c'est une touche sur laquelle il faut rester moderne puis accentuer sans doute, surtout avec l'évolution de la société qui est toujours branchée. Faut se mettre au rendez-vous sur les meilleures approches. OK, avant qu'on se quitte, il y a un vaccin contre le zona qu'il faut répéter, je pense? Non. Non? Ben en fait, attention, je dis non, là, c'est que son efficacité maximale est à 2 doses. Donc, quelqu'un qui en a eu une dose, quelques mois après, on l'invite à avoir une deuxième dose. Mais il n'est pas prévu en ce moment de devoir le répéter dans notre vie. On estime que c'est bon au moins 10 ans, mais on va attendre d'autres études qui vont probablement nous montrer que c'est bon plus longtemps. Mais pour l'instant, une protection contre le zona, ça se donne en 2 doses, assez rapprochées. Là. OK. Il n'y a pas de vaccin contre la gastro, hein? Non. Ben en fait, je vais vous dire non, là, de façon générale. D'abord, il y a beaucoup de virus ou de bactéries qui peuvent donner des infections entériques, donc donner des gastrites, là, donc les gens vont vomir tout ça, ou des entérites, là, c'est à l'autre bout. Mais il y a des façons de se prévenir de ça. Il y a des façons aussi de se traiter rapidement lorsqu'on est exposé à par exemple, quand on voyage, à avoir ça. Mais ici, au Québec, en ce moment, il n'y a pas de vaccination contre ça parce qu'on en a beaucoup dans nos salles d'urgence dans les dernières semaines. Ouais. Disons que les parties de Noël ont été des occasions de se transmettre plus que des becs, là, puis de l'amour. Là. Ça a donné d'autres choses. Puis on le savait, on le disait, attention, on va avoir un beau Noël, mais après, là, attendez-vous à ça. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Puis c'est pas un blâme sur les gens, mais ça nous montre à quel point c'est facile de se contaminer. Là. C'est facile. Ouais. Puis on sait ce qui se passe dans les parties de Noël, hein? Docteur Boileau, on ira pas là-dedans, mais faites attention. Écoutez, merci pour les informations, que les gens soient vigilants, mais est-ce qu'on peut le savoir, quelqu'un a la rougeole? Est-ce qu'on peut le savoir dans une pièce puis l'éviter? Bon, d'abord, quelqu'un qui a une rougeole là, active, là, ça va être bien gênant de se promener, puis habituellement, il est assez malade pour rester chez eux. Ça, c'est la première affaire. Okay. Ce qu'on a, c'est, en fait, M. Dutrisac, je vous dirais que les gens qui sont appelés, parce qu'on en a que nous appelons en disant « Vous avez été un contact rapproché de telle personne chez qui on confirme une rougeole activement. Êtes-vous vacciné? » Non, je ne suis pas vacciné. Moi, je viens d'ailleurs. Ça. Vous, là, à partir de telle date, vous restez chez vous, vous ne sortez pas. Faudrait que ces gens-là respectent, parce que prenez la personne qui était au Carrefour Laval, là, elle avait été rejointe bien clairement. Ça, faites attention à compter de, mettons, vendredi, là, vous ne sortez pas parce que vous avez une période de risque, puis vous risquez d'être contagieux. Bon, la personne dit, moi, je veux rien, je m'en vais au Carrefour Laval. Quelques heures après, commencent des symptômes, tout ça. Mais pendant son trajet, là, ça sortait les virus, puis là, je vous dis pas qu'il va y avoir 1000 cas, mais on serait pas surpris d'en avoir quelques-uns. En 2019, c'était la même histoire au même Carrefour Laval. C'est pas d'éviter le Carrefour Laval. L'idée ici, c'est d'éviter de sortir quand on choisit de pas sortir. Ouais, il y a un rabais rougeole au Carrefour Laval, paraît-il. Mais juste respirer comme ça, tu peux contaminer les gens. T'as pas besoin de leur parler, là. Juste respirer. Non. Juste respirer, là. Dans l'air, en fait, c'est pas comme la COVID, là, où est-ce que vous vous souvenez, la COVID, on dit encore que bon, faut garder une distance idéale de 2 mètres, 1 mètre avec un masque. On n'est pas là-dedans. On peut se promener dans un local, même un grand local comme la librairie Renaud-Bré, là. Ouais. Et c'est dans l'air, on expire, on met ça dans l'air. Les autres passent après nous, puis ils peuvent passer, là, pas juste 2 secondes, là, ils peuvent passer 1 heure, jusqu'à 2 heures après nous. Ils vont en capturer, puis si on n'est pas protégé, ce virus-là a la capacité de s'intégrer, de se multiplier rapidement et de donner au terme de quelques jours une rougeole active et un risque de danger. Ce que vous venez de dire là, c'est important. Que les gens comprennent. Puis, arrêtez de lire des livres. Ça, c'est le premier message. C'est quoi cette histoire-là d'aller lire des livres? Vous mettant... Ben non, c'est une blague. Mais de comprendre que ça reste dans l'air aussi longtemps, ça je pense qu'on comprend l'importance d'une campagne de sensibilisation sur la rougeole. Vous l'avez fait, là, j'espère que les gens l'ont bien entendu. Dr. Luc Boileau, directeur national de santé publique du Québec, un gros merci. Lâchez pas. Merci de m'avoir invité et passez une belle journée. Merci, au revoir.